Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on a rassemblé des documents qui offrent une perspective franchement unique sur la fragilité des institutions. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un sujet fascinant. Je suis ravi de plonger là-dedans parce que l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est pas de faire un simple débriefing sportif, tu vois. Non, pas du tout. C'est vraiment de comprendre comment une structure entière, avec toute sa hiérarchie, ses stratégies, sa psychologie collective, comment tout ça peut subir une désintégration totale en l'espace de 6 minutes chrono. Exactement 6 minutes, oui. C'est le timing précis de cet effondrement. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, nos sources se penchent sur le match de clôture de la 29e journée du championnat d'Angleterre, la fameuse Première Ligue. Un match disputé un jeudi soir, il faut le préciser. Ouais, un détail qui a son importance pour le rythme des équipes et le résultat de ce match, une victoire 3-1 de Crystal Palace face à Tottenham. Mais le score final, en fait, ça raconte vraiment qu'une toute petite partie de l'histoire. C'est ça l'accroche. Ce qui retient l'attention ici, c'est la mécanique sous-jacente. Complètement. C'est l'aspect le plus saillant des données qu'on a examinées. Le sport de très haut niveau, ça agit souvent comme un accélérateur de particules pour les dynamiques de groupe. Une belle métaphore pour le coup. Merci. Ce match spécifique, il cristallise ce qui se passe quand un collectif, soumis à une pression extrême, perd d'un coup tous ses repères cognitifs. Les trajectoires décrites dans les sources se croisent avec une violence inouïe. C'est-à-dire une équipe qui monte et une qui s'effondre. Voilà, d'un côté, on a une équipe qui valide une dynamique ascendante vers les places européennes, et de l'autre, une institution du Big Six qui plonge dangereusement vers la zone rouge. Le point d'inflexion est d'une précision chirurgicale. Bon, décortiquons tout ça, parce que le décor est quand même assez incroyable. Cette trajectoire descendante des Spurs de Tottenham, elle sort pas de nulle part. Non, le contexte était déjà, comme le disent nos sources, explosif. Explosif, ouais. Il faut s'imaginer la scène. On aborde un 3e derby londonien consécutif. Et ça, c'est après avoir lourdement chuté contre Arsenal et Fulham. C'est le pire scénario possible pour la confiance. C'est clair. Se présenter sur le terrain avec un tel déficit mental, c'est compliqué. La fatigue à ce stade de la saison, on est d'accord, c'est pas juste physique. 2 échecs récents, ça crée un environnement où la peur de perdre supplante totalement l'ambition de gagner. C'est exactement ça. Cette notion de charge émotionnelle, elle est fondamentale pour comprendre ce qui va suivre. Les joueurs évoluaient dans un climat d'insécurité totale. Surtout avec la situation managériale. Oui, le facteur Igor Tudor. Si l'on relie ça à la situation globale, c'est le facteur aggravant mis en évidence par les textes. L'inefficacité de la solution de la direction. Voilà. Tudor, ancien coach de l'Olympique de Marseille, il arrive avec cette étiquette d'homme providentiel. Il est censé ramener de la rigueur, secouer le vestiaire. Sauf que le bilan rapporté par nos sources est désastreux. Totalement. Aucune victoire en Première Ligue depuis le début de l'année civile et 3 revers en 3 matchs depuis l'arrivée de Tudor sur le banc. D'un point de vue comptable, l'équipe est en état de mort clinique. Et psychologiquement, voir une équipe historique glisser vers la zone de relégation, la zone rouge, ça tétanise un groupe. C'est une excellente leçon sur la gestion de crise en général. Comment ça ? Eh bien, ça montre comment une spirale négative et la pression de l'environnement peuvent complètement paralyser une organisation. Mais là, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on donne pas trop d'importance à ce mythe de l'électrochoc managérial ? C'est une question légitime. Je veux dire, le gars n'a eu que 3 matchs pour imposer sa méthode. Le problème vient peut-être d'une fragilité mentale propre à ce groupe de joueurs, peu importe qui s'assoit sur le banc, non ? C'est une objection tout à fait valable. Attendre d'un seul homme qu'il répare une psyché collective fracturée en quelques semaines, ça relève souvent de la pensée magique. Surtout avec cette pression. Absolument. Cependant, la responsabilité de Tudor ici, elle réside dans l'incapacité de son système à absorber l'anxiété de ses joueurs. Quand on flirte avec la zone rouge, la paralysie s'installe. Chaque passe devient une épreuve. C'est ça. Chaque passe latérale est lourde de conséquences, chaque erreur de placement est vécue comme une fatalité. Le rôle d'un nouveau manager, c'est d'abord de simplifier l'environnement cognitif pour réduire cette paralysie. Et là, visiblement, la méthode a rajouté de la confusion à la terreur existante. Les 3 défaites consécutives le prouvent en effet. Ce qui nous amène directement à l'ascenseur émotionnel du match lui-même. Car avant ces fameuses 6 minutes de folie, il y a eu une lueur d'espoir. Une illusion assez troublante même. Ouais. Le compte-rendu souligne le retour très attendu de Pape Matar Sarr, surnommé PMS, dans le 11 de départ de Tottenham. Ça donnait un semblant de structure, non ? Oui, ça stabilisait un peu le milieu de terrain. Sur le papier, c'était un motif de réassurance pour le groupe.
Et ça semblait payer. À la 34e minute, il y a ce moment de joie, Dominique Solanke ouvre le score pour Tottenham. Le pic de dopamine classique. C'est ça. Dans un système sous tension, on se dit que ce but va agir comme une soupape de décompression. On pourrait croire que la machine est relancée. Un but, ça peut masquer temporairement les failles structurelles. Pendant quelques instants, la peur s'est dissipée. Mais la neurobiologie nous apprend un truc crucial là-dessus. Lequel? Si ce soulagement n'est pas soutenu par une vraie solidité tactique, le groupe devient paradoxalement plus vulnérable. Les joueurs relâchent la tension nerveuse qui les maintenait en alerte. Et bam, brèche de concentration. Une brèche béante. Et c'est d'autant plus flagrant quand on regarde ce qui s'est passé juste avant ce but. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte rappelle un détail qui tue. À la 32e minute, donc à peine 2 minutes avant le but de Solanke, Crystal Palace s'était vu refuser un but. Un vide de l'allié sénégalais Ismaïla Sarr, oui. Dans une équipe fonctionnelle, une alerte pareille, ça doit réveiller tout le monde. On réajuste la ligne défensive, on resserre les rangs. C'est un signal d'alarme évident. Mais cette incapacité à traiter l'information en temps réel, c'est le symptôme de la surcharge cognitive dont on parlait. Ils ont complètement ignoré l'avertissement. Exactement. Le but refusé à Ismaïla Sarr était une anomalie que la défense n'a pas su analyser. Et l'euphorie du but de Solanke a anesthésié leur perception du danger. Ils se croyaient sortis d'affaire. Alors qu'ils s'accrochaient à un mirage. Ça a préparé le terrain pour la chute. Et quelle chute! Arrive cette fameuse 40e minute. Le point de bascule total. L'immense Ismaïla Sarr, surnommé Iso, prend la défense de vitesse et se fait faucher dans la surface par le défenseur néerlandais Mickey van de Ven. Ce qui est fascinant ici, c'est la double peine catastrophique. Carton rouge direct et pénalty. Voilà. Le concept de double peine est toujours dévastateur, mais sur une équipe dont la confiance ne tient qu'à un fil, c'est une destruction immédiate du plan de jeu. Mais pourquoi un défenseur du calibre de Van de Ven fait-il un geste aussi désespéré alors que son équipe mène au score? C'est la manifestation physique de cet effondrement mental collectif. Il ne fait plus confiance à sa couverture, il ne fait plus confiance au système. La panique prend le dessus. C'est un déclencheur traumatique. Absolument. En une fraction de seconde, le bénéfice du but de Solanke est vaporisé. Le cerveau des joueurs passe du soulagement à l'état d'urgence vitale. Surtout que le penalty est transformé. Iso s'en charge tranquillement. Un partout avant même la pause. Et c'est là que le compte-rendu indique que Tottenham a complètement sombré. C'est pas juste une baisse de régime, c'est une réédition. Le retour au vestiaire a dû être un cauchemar. La dynamique était brisée. L'égalisation et le carton rouge ont ramené à la surface toute la toxicité des défaites précédentes contre Arsenal et Fulham. Le retour du scénario de l'échec inéluctable. C'est ça, Tottenham n'avait aucune structure de base pour absorber le choc. Ce chaos de 6 minutes a suffi à disloquer l'équipe. Parlons un peu du héros du jour, parce que le show Ismaïla Sarr est central dans nos sources. Il est un vrai contraste. Un contraste saisissant, oui. On a un joueur qui voit son but refusé à la 32e, mais se décourage pas. 8 minutes plus tard, il provoque un penalty, fait expulser un joueur et marque. Comment un seul joueur peut renverser tout un système comme ça? Sa performance est l'illustration parfaite de l'anomalie statistique individuelle. Face à une défense qui doute, sa vitesse, sa verticalité agissent comme des agents stressants continus. Il a saturé leur capacité de réflexion. Tout à fait. Il a imposé un rythme que la ligne défensive des Spurs, déjà en surcharge, ne pouvait pas supporter. Et son attitude après le but refusé montre une stabilité émotionnelle que Tottenham n'avait pas. Il a absorbé la pression pour la retourner contre eux. Il a incarné la bascule du match à lui tout seul. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend un peu de recul, si on regarde les conséquences au classement? C'est l'inversion des destins. Ouais. D'un côté, Crystal Palace, porté par cette dynamique et l'excellence de Sarr, propulse ses ambitions vers les places européennes. Les Eagles s'envolent. Et de l'autre, Tottenham valide son statut d'équipe en crise et s'enfonce vers la zone de relégation. C'est fou de se dire qu'un match, ou plutôt 6 minutes dans un match, peut avoir un tel effet boule de neige. C'est parce que cet événement agit comme un révélateur. Le carton rouge n'a pas créé la crise à Tottenham, il a juste été le catalyseur d'un processus qui couvait. Et pour Palace, ça brise un plafond de verre psychologique. Battre un club du Big Six, même en difficulté, ça légitime leurs ambitions européennes. Tandis que pour les Spurs, la faillite systémique devient une réalité comptable. La chute n'est plus redoutée, elle est actée. En résumé, cette plongée dans les sources illustre parfaitement comment la pression, le fameux momentum, et des exploits individuels comme celui de Sarr peuvent redéfinir une saison entière. La vitesse de l'effondrement reste le point le plus marquant. Ouais, un but refusé, ignoré, un but marqué qui rend complaisant, et une double peine qui déclenche la panique. Tout ça entre la 34e et la 40e minute.
L'incapacité de l'équipe à faire le dos rond, à ralentir le jeu après la faute, ça témoigne de la vacuité du projet managérial. Quand la panique dicte les choix, le collectif n'existe plus. On a juste des individus qui essayent de survivre à la tempête. Exactement, et cela soulève une question importante en guise de conclusion. Je t'écoute. Ça amène à s'interroger sur le concept même du choc psychologique lié à l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Le cas Igor Tudor, donc. Oui, quand l'arrivée d'un nouveau leader ne produit aucun électrochoc positif, mais accélère au contraire la chute avec 3 défaites en 3 matchs, on doit se poser des questions plus profondes. Sur la structure de ces institutions. Précisément. Si un entraîneur est incapable d'imposer un cadre cognitif stable, n'est-on pas face à une inversion du rapport de force ? C'est-à-dire que le pouvoir ne serait plus sur le banc? Dans le sport hypercapitaliste contemporain, la valeur financière et l'influence d'un joueur dépassent souvent celle du manager. L'idée même de l'autorité managériale pourrait devenir une illusion. C'est une réflexion fascinante. Comment provoquer un choc quand le vestiaire a déjà, structurellement, pris l'ascendant sur l'institution? C'est peut-être pour ça que les crises sportives modernes semblent parfois insolubles par les méthodes traditionnelles. Le problème fondamental se situe bien au-delà de la personne qui dirige. Une piste de réflexion très provocatrice qu'on laissera à ceux qui nous écoutent le soin d'explorer. Merci pour cette analyse brillante. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. À la prochaine pour une nouvelle exploration.